On a donc un midi un peu spécial aujourd'hui, puisqu'il s'agit de parler des médias et de la couverture du conflit israélo-palestinien de manière générale, mais aussi de la guerre d'agression de Gaza de cet été. On est dans un lieu où la critique des médias est un sport assez courant. Et il y a évidemment de bonnes raisons de le faire, sinon il n'y aurait pas de critique des médias s'ils étaient parfaits. Mais on a souvent tort, je le dis d'emblée, de ne pas relativiser cette question en tenant compte de toute une série de facteurs qui facilitent ou gênent le travail des journalistes. Notamment sur ce conflit, mais ce n'est pas le seul, évidemment, dans lequel il y ait des difficultés. D'abord, je crois que le terme média est un terme un peu général. Il faudrait rentrer dans le détail. C'est pas la même chose, la télévision, la radio, la presse écrite, la presse web. C'est particulier. Deuxièmement, il faudrait tenir compte du temps qui s'écoule. Je crois que les problèmes de couverture des événements de cet été n'étaient pas les mêmes le 10 ou le 12 juillet et le 10 ou le 12 août. On avait une évolution du conflit lui-même et donc une évolution de la manière de le couvrir. Il y a aussi la question du contexte. Je rappelle à ceux qui ne s'en souviennent pas que lors de l'opération Plomb Durci, en 2008-2009, fin 2008, début 2009, il n'y avait pas de journalistes à Gaza autres que ceux qui s'y trouvaient avant le conflit, puisque les autorités israéliennes avaient interdit l'accès à la bande de Gaza. Il y avait pour ceux qui s'en souviennent, cette dune honteuse où toute une série de gens, de journalistes, parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient être, mais aussi d'Israéliens venaient contempler le spectacle de loin. Ça n'a pas été le cas cette année. C'est évidemment une différence importante de contexte. Cela étant dit, on peut effectivement faire des critiques. Moi qui suis quelqu'un qui regarde attentivement France 2, c'est ma chaîne non pas de référence, mais c'est la chaîne que, par élimination, je regarde. Non, je parle des chaînes hertziennes, évidemment. Je ne parle pas des chaînes de nos amis. Je dois dire que si ça n'avait pas été tragique, compte tenu du nombre de morts accumulés très vite, en réalité, ça aurait été presque drôle de voir sur France 2 tous les jours le double reportage. On ne pouvait pas y manquer. Il y avait un reportage du côté de Gaza où on nous annonçait des centaines et des centaines de morts. Et puis il y avait un reportage du côté israélien où on nous montrait l'angoisse des Israéliens lorsque les sirènes sonnaient. Et puis, on n'avait pas de chiffres de morts, sauf vraiment vers la fin, à nous donner. Et vers la fin, je rappelle qu'il y a eu au total 6 morts civiles, ou 7 morts civiles israéliens. Donc voilà, peut-être pour introduire, en mettant un peu d'huile dans les rouages et en évitant de nous engager sur un débat essentiellement idéologique. Ce qui nous intéresse ici, c'est le débat sur la manière de travailler des journalistes et les problèmes qu'elle pose aux journalistes d'abord, mais à l'opinion ensuite. Donc on va en débattre avec Émilie Beaujard, qui est grand reporter à RTL, mais qui a été correspondante, c'est ça, de Radio France en Cisjordanie et à Gaza, et Caroline Delage, qui est journaliste à iTélé, et qui... Pardon ?
l'autre chaîne, et qui a été aussi correspondante à Jérusalem pour iTélé et pour Europe 1, c'est ça. Donc c'est comme vous voulez. Vous faites ça à vous avez du temps et vous menez votre présentation comme vous le souhaitez. On va surtout, je pense, essayer de répondre à vos questions après, mais je laisserai Émilie évidemment le soin de raconter le dernier conflit parce qu'elle l'a couvert quasiment intégralement depuis Gaza, 30 jours sur 50. Et moi, je voulais juste vous donner de façon générale, comment on couvre Gaza quand on est journaliste. C'est vrai qu'ils sont souvent pointés du doigt, les médias. On a une responsabilité. Alors, peut-être que de connaître les coulisses, ça permet de se débarrasser de quelques idées reçues, voire quelques fantasmes éventuellement, sur le travail des journalistes dans cette petite bande de terre. Déjà, c'est pas facile d'y rentrer à Gaza. Il n'y a que les diplomates, les humanitaires et les journalistes, en gros, qui ont le droit d'y aller. Et donc, pour moi, c'est un privilège de pouvoir rentrer à Gaza. Je l'ai vécu comme ça, en tout cas, pendant 2 ans où je vivais à Jérusalem, à 1h15 de là. On a le droit d'y rentrer, mais c'est pas évident. Déjà, il faut demander une double autorisation, donc celle d'Israël, puisqu'on passe par Israël, évidemment, pour rentrer à Gaza. Le seul point de passage... Enfin, il y avait Rafah en Égypte, évidemment, mais le principal point de passage, c'est Erez en Israël. Donc, la première des choses, c'est de demander la carte de presse israélienne. Donc, il faut aller à Jérusalem, ce qu'on appelle le Government Press Office, donc l'office gouvernemental pour les médias, qui nous délivre cette carte de presse qui est absolument indispensable, qui la délivre éventuellement. En tout cas, si on appartient à un grand média, quand on est pigiste ou freelance, c'est plus compliqué. Ils n'aiment pas trop les pigistes en Israël, donc c'est difficile d'obtenir cette carte de presse. Si on appartient à un média reconnu, ça va. Donc ça, c'est la première chose. Sans cette carte de presse-là, on ne peut pas rentrer à Gaza. Ensuite, depuis 3 ans, je crois, maintenant, il faut aussi l'autorisation du Hamas, qui se réserve le droit d'accepter ou de refuser les journalistes occidentaux dans la bande de Gaza. Ça se fait depuis Gaza par nos fixeurs. C'est eux qui font la démarche. Le Hamas a un service spécial qui se renseigne sur les journalistes, qui vérifie les travaux qu'on a faits, la façon dont on couvre et qui accepte ou pas de nous laisser rentrer. Donc, en fait, ça ne s'improvise pas. On doit s'y prendre un peu à l'avance et avoir ces 2 autorisations-là pour rentrer. Et donc, on arrive par Erez. Ça se présente comme un terminal d'aéroport, à peu près. Il y a une police aux frontières, on est contrôlé. On nous demande combien de temps on va rester, qu'est-ce qu'on vient faire. Et on nous ouvre la porte. Et ensuite, on passe par, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de ça, ce qu'on appelle nous le No Man's Land, un immense couloir qui fait presque 1 kilomètre. C'est 2 grillages, en fait. Il y a, je crois, 2 mètres de largeur, même pas 1,50 m. C'est assez impressionnant la première fois et on est à pied là-dedans. Ça couvre la zone tampon, en fait, qui sépare Israël de l'endroit où les Palestiniens ont le droit d'aller dans la bande de Gaza. Cette zone tampon-là, ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc c'est évidemment des champs cultivables, fertiles, qui n'ont pas le droit d'utiliser. Et nous, on traverse ça entouré de 2 grillages. Pour la première fois, on se demande où est-ce qu'on arrive. Et puis voilà, la porte s'ouvre, on arrive à Gaza, premier checkpoint du Fatah, qui est en liaison avec Israël. On prend un taxi et 1 kilomètre plus loin, on a le checkpoint du Hamas, où là, on est fouillé et où on nous laisse éventuellement passer ou pas. Donc ça, c'est l'entrée. La première fois, c'est assez impressionnant. La sortie, c'est pire. Parce qu'on a encore le checkpoint du Hamas, le checkpoint du Fatah, et puis ensuite le contrôle israélien où on fouille absolument tout, y compris notre corps, puisqu'on passe au scanner, là, comme ça, dans certains aéroports, les mains en l'air, les jambes écartées. C'est pas très agréable. Voilà, ça c'est pour l'accès physique, où on accepte de se laisser fouiller, de laisser contrôler nos affaires. On sait très bien qu'ils scannent nos disques durs d'ordinateur, qu'ils scannent tout quand on repart. On s'en doute. Mais c'est le seul moyen de rentrer et de sortir. On signe aussi parfois une décharge, enfin ça tu nous le raconteras peut-être mieux, surtout en temps de conflit. L'armée israélienne, alors effectivement pendant le plan d'Ursine, n'a laissé rentrer personne. Ensuite, l'État hébreu a retenu quand même les leçons de cette erreur de communication fondamentale. Donc, et en novembre 2012, pour la guerre de 7 jours, et là, cet été, ils ont laissé rentrer les journalistes contre une décharge. En fait, on signait une décharge comme quoi si on mourait, c'était pas de la faute d'Israël. Et qu'on, voilà, enfin nous ou nos parents, quoi, éventuellement, ou les médias, qu'on s'engageait à ne pas poursuivre l'État hébreu si malheureusement on décédait dans un bombardement, puisque voilà, une fois qu'on est rentré à Gaza, on vit comme les Gazaouis et on est soumis aux mêmes conditions. On est mieux lotis évidemment parce que dans nos hôtels, les hôtels où descendent les journalistes, il y a des générateurs, donc on a moins de coupures d'électricité que la population gazaoui.
On a aussi l'eau salée dans la douche, mais bon, c'est un moindre mal. Et les mêmes conditions matérielles, si vous voulez. Et évidemment, on est soumis au bombardement s'il y en a. C'est pour ça qu'Israël fait signer cette décharge. Sur le danger en soi, il n'y a plus d'enlèvement de journalistes à Gaza depuis longtemps, enfin depuis quelques années, 2006. Il y a eu l'exécution d'un humanitaire italien en 2011. Depuis, c'est relativement sûr de travailler à Gaza. Malgré tout, on ne circule jamais seul, en général, surtout quand on est une femme. On est toujours accompagné par un fixeur ou à minima par un chauffeur, mais fixeur qui nous cale les rendez-vous, qui traduit, qui nous accompagne, qui fait notre guide à Gaza. Pour ce qui est du voile, en tant que femme, c'est très rare qu'on nous demande de nous voiler, malgré la loi islamiste du Hamas. Peut-être à Rafah, dans le sud, où là, c'est un peu plus conservateur, la population est plus conservatrice, donc là, on doit se voiler. Enfin, on peut se voiler histoire d'avoir quelque chose sur les cheveux. Évidemment, on a toujours des manches longues, toujours des pantalons. Enfin, on suit un minimum de règles de décence au sens du Hamas, mais voilà pour les conditions physiques. Il y a quelque chose qu'on peut toucher du doigt, outre les conditions de vie, de coupure d'électricité, de restrictions alimentaires à cause du blocus, c'est l'enfermement. On dit tout le temps que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On comprend bien qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais en fait, quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile de s'en rendre compte. Et en tant que journaliste, on peut parfois l'effleurer du doigt. Je ne prétendrai pas avoir compris ce que c'est que d'être enfermé. Mais moi, ça m'est arrivé, je crois que toi aussi, de rester enfermé 3 jours. Parce que quand j'étais à Gaza, Israël avait bombardé le checkpoint du Hamas. Donc les policiers, les officiers du Hamas, je ne sais pas comment ils appelaient, ont décidé qu'ils ne travailleraient plus pendant quelques temps, qui refusaient de laisser entrer ou sortir les journalistes. Donc, on devait sortir. Moi, j'avais des choses à faire à Jérusalem. J'avais un dîner, j'avais des invités. C'était toi, d'ailleurs, je crois, qui devait venir dîner. Et ben non, le Hamas refusait de nous laisser sortir. Donc, malgré nous, on ne pouvait pas... Alors, on n'était pas malheureux. On était à l'hôtel, au bord de la mer. Mais en fait, de savoir que vous ne pouvez pas sortir d'un territoire, si vous le voulez, que vous n'êtes pas maître de vos mouvements, tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est vraiment très particulier. Et là, vous réalisez que les gens qui habitent là, eux, c'est tout le temps, 7 jours sur 7, certains depuis qu'ils sont nés parfois. Et là, vous comprenez ce que c'est que la situation d'enfermement. Enfin, vous comprenez, vous effleurez l'idée d'enfermement que vivent les Gazaouis. Et quand on repart au bout de 3 jours, parce que le Hamas a décidé de se remettre à travailler au checkpoint et qu'on laisse notre fixeur et ami à ce niveau-là, parce qu'il ne peut pas aller plus loin, lui, il ne peut pas prendre le taxi pour aller au checkpoint du Fatah, on a un peu le cœur serré quand même quand on lui dit au revoir, à bientôt, sachant qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va revenir, que nous, on va repartir dans notre vie, avec notre liberté, et que lui, malgré tout, quand on reviendra, il sera là, puisque lui, il ne peut pas sortir de toute façon. À part ça, on parlera, si vous avez des questions, évidemment, de ce qu'on peut dire, pas dire, de la liberté. Moi, je voulais surtout vous parler des conditions matérielles, en fait. Et à part ça, Gaza, c'est un territoire très spécial et très attachant. Un accueil de la population assez dingue. Une créativité, un humour, une énergie, un vivier de talent assez impressionnant. Il n'y a pas que le conflit à Gaza. Il y a le conflit, évidemment, qui est partout, qui est tout le temps présent. Mais il y a aussi une jeunesse. Il y a la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Des talents et une source de sujets incroyable. Et une fois qu'on est allé à Gaza, je crois qu'on en reste amoureux tout le temps. Le bord de mer est magnifique. D'ailleurs, les colons israéliens regrettent beaucoup l'époque où ils pouvaient aller à la mer à Gaza. C'est le plus beau bord de mer du coin. Et c'est un territoire vraiment très, très attachant. On y retourne avec plaisir, je crois, malgré les bombardements parfois. Tu nous racontes le conflit ? Alors oui, le dernier conflit, je l'ai vécu... assez longtemps, puisque j'ai été dès le 2e jour, je crois, du début de la guerre, j'étais là-bas. Donc je suis partie depuis Paris et on m'a aussi envoyée là-bas parce que je connais très bien Gaza et qu'il fallait rentrer très vite, que j'avais encore mes autorisations, la fameuse carte de presse israélienne, la carte de presse aussi mais du Hamas, qui était toujours valable, parce que je suis rentrée à Paris en mars. C'est un territoire dans lequel je suis entrée à peu près plus d'une vingtaine de fois. Et en fait, à chaque fois qu'on entre, comme disait Caroline, c'est toujours une impression très bizarre. Ce couloir, on s'y fait jamais. Y a Ayman dans le couloir qui transporte parfois nos valises, qui aussi passe sa vie dans ce couloir. Et c'est très bizarre parce que lui, il côtoie plein d'étrangers, mais il n'est jamais sorti de son couloir.
Donc voilà, c'est ça. Alors quand je suis entrée, ce que vous disiez, c'est que le conflit a évolué. Moi, je suis entrée le 9 juillet, j'en suis ressortie le 11 août. Et j'ai eu juste un break au milieu où je suis partie 4 jours. Mais la première fois où je suis entrée, C'est-à-dire je suis rentrée avec mes autorisations habituelles. J'ai pas eu à signer la décharge. Et je me suis dit, ah tiens, bizarre. J'entre facilement, entre guillemets. Par contre, qu'on a dû ressortir, c'était très compliqué parce que il y avait des bombardements vers le checkpoint de sortie, donc c'était très dangereux d'y aller. Et l'autorité palestinienne qui a la clé de ce couloir, c'est assez comique, ne pouvait pas ouvrir la porte puisqu'il y avait des bombardements. Donc il fallait à chaque fois qui coordonne avec l'armée israélienne qui déclarait la zone blanche, donc sans combat, pour que le petit mec avec sa clé puisse venir nous ouvrir la porte pour sortir et entrer. Et il faisait ça 2 fois par jour. Et c'est à ce moment-là que l'armée israélienne a mis en place, alors ça j'avais jamais vu ça en 2 ans et demi de couverture de Gaza, un bus qui venait nous chercher à l'hôtel pour nous amener vers le checkpoint de sortie et inversement quand les journalistes voulaient entrer ou sortir. Alors moi au départ j'y ai pas cru. Les gens me disaient ça, je dis mais non c'est pas possible. Enfin il y a personne qui va accepter de coordonner avec l'armée israélienne pour nous amener un bus. Eh bien si. Il y a un Palestinien qui a accepté de faire ça, donc qui transportait les journalistes, qui était très dangereux puisqu'en fait on se retrouvait, enfin moi je l'ai pris qu'une fois, mais on se retrouvait à 50, 60 journalistes dans le bus, totalement à la merci des bombardements d'un côté et des lanceurs de roquettes et de mortiers de l'autre. Enfin, c'était surréaliste. On voit comment ils ont pu avoir cette idée. D'ailleurs, plusieurs fois, le bus a dû faire demi-tour, revenir aux hôtels. Nous, on a eu un obus de mortier à 15 mètres. Enfin voilà, c'était assez surréaliste. Et la deuxième fois, quand je suis rentrée en ayant fait un break de 4 jours, on m'a fait signer les décharges, que je prends à chaque fois en photo. Parce que je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, et sur la couverture de ce conflit par rapport à ce qui est de... c'est assez simple, entre guillemets, de couvrir la guerre, c'est-à-dire de cette guerre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans Gaza, on se déplace librement. On n'a pas la censure de l'armée israélienne qui nous dit n'allez pas là ou là. On fait à peu près ce qu'on veut avec nos fixeurs qui nous disent là, on peut y aller, mais on ne va pas aller plus loin que cette zone de front. Là, il vaut peut-être mieux aller plutôt à l'est qu'à l'ouest, etc. Ce qui devient par contre plus compliqué au fil des jours, et ça, tous les reporters peuvent en parler, c'est le problème de sommeil. Et de tension. Alors ça, tout le monde le vit dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, plus le conflit avançait, plus les gens qu'on allait interviewer étaient gris et livides. C'est-à-dire que c'est la peur, ça c'est sûr, tout le monde a peur, mais c'est le fait que personne ne dort. Et c'est pas juste nous, les journalistes, on a beaucoup de travail. Non, les gens ne dorment pas. Nous, on dormait pas à cause des bombardements, c'est clair. On dormait entre 2 à 3 heures par nuit. Donc au bout de 30 jours de conflit, on accumule une fatigue qu'il faut savoir gérer. Tout le monde devient un peu sur les dents, sur les nerfs, etc. Mais les gens qu'on va interviewer aussi, il faut prendre ça en compte, sont extrêmement fatigués. Et moi, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des maisons avec des enfants qui, d'un coup, sont à côté, me regardent et d'un coup, tombent par terre et dorment. Parce qu'au bout d'un moment, juste, ils ne peuvent plus. Ils n'ont pas dormi depuis plusieurs jours, ils n'ont pas dormi de la nuit. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut raconter parce que ces gens-là ne dorment pas. Et la famille... parce qu'on a eu un épisode cette fois très dur où on a vu, moi je les ai vus de mes yeux, les 4 garçons, les 4 gamins sur la plage se faire donc tuer par un missile israélien. Je suis allée dans leur famille après... savoir qui ils étaient finalement, c'est qui ces gens, pourquoi les enfants étaient sur la plage et qu'est-ce qu'ils font là. Et cette famille me raconte qu'en fait, toutes les nuits, l'armée israélienne les appelle pour leur dire que le quartier ou leur maison va être touché par un missile. Ils aiment bien... Ils disent qu'ils alertent comme ça les gens, sauf qu'en fait, le missile tombe jamais, mais on les appelle 2 ou 3 fois par nuit. Donc 2 ou 3 fois par nuit, toute la famille, ils sont 70, comme souvent dans les familles gazaouis, descend dans la rue, sachant que c'est un camp de réfugiés, donc les maisons sont toutes collées, et donc ils sortent du camp de réfugiés, ils se mettent dans la rue, et je leur dis, vous faites quoi ? On attend une demi-heure, 1 heure, et si le missile n'est pas tombé, on revient. Et je dis, ah bon, mais ça arrive souvent ? Ah oui, toutes les nuits. Ah bon, oui, 2 fois par nuit. Ah bon, et donc vous dormez ? Non, on dort pas. Donc voilà, donc... Il y a aussi ce côté qui est très difficile à gérer, qui est le sommeil et bien sûr les bombardements, puisqu'on ne sait jamais où ça tombe. La seule assurance qu'on avait en fait, c'est qu'il y a plusieurs hôtels sur le bord de mer à Gaza. Il y en a 3 qui sont listés par l'armée israélienne. Donc quand vous demandez ce que c'est, on nous dit ces hôtels ne sont pas une cible pour l'armée israélienne. C'est-à-dire on nous dit pas
vous êtes protégés, on ne se sera pas touché. On nous dit, à l'instant où je vous parle, ces hôtels ne sont pas une cible. Donc à vous de l'entendre comme vous voulez. Donc nous, on est toujours restés dans ces hôtels qui n'étaient pas une cible et qui, heureusement pour nous, ne le sont pas devenus. Mais on nous a demandé à plusieurs reprises d'évacuer les hôtels. Et alors on parle souvent aussi de l'instrumentalisation des journalistes. Oui, alors ils vont pas faire les lanceurs de roquettes du Hamas, etc. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, il faut savoir que dès qu'une roquette est lancée... 10 minutes après, il y a un bombardement israélien, donc il vaut mieux pas être à côté. Mais aussi sur l'instrumentalisation, on s'est toujours demandé ces évacuations quand on se fait appeler par l'armée en pleine nuit qui nous dit vous avez une demi-heure pour évacuer les hôtels du centre, enfin du bord de mer parce qu'on va frapper. La première question c'est on va où ? Puisque comme tous les Gazaouis, on leur dit toujours fuyez, fuyez, mais oui, on veut bien fuir, mais on ne sait pas où on va. Donc on a été généreusement accueillis par le consulat français de Jérusalem qui gère comme on dit, le centre culturel français à Gaza. Donc c'est là que nous nous sommes réfugiés une nuit. Mais à chaque fois, on se dit, mais est-ce que c'est bien finalement d'évacuer ? Est-ce qu'on a raison d'écouter ces menaces ? Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir des bombardements dans le coin ? Ou est-ce qu'on est instrumentalisé ? Moi, je pense plus sur le fait qu'on est instrumentalisé quelquefois. C'est aussi pour nous faire peur. C'est aussi pour nous dire, vous voyez, on sait que vous êtes là, on sait combien vous êtes, on sait qui est là, mais on a la main mise. Vous êtes rentrés, d'accord, mais c'est nous. Si on a envie de taper votre hôtel, on le tape. Si on a envie de vous faire évacuer, on évacue. Et surtout, et c'est un collègue qui m'a fait cette réflexion, et je pense qu'elle est pas... Enfin, alors, faut pas non plus... c'est pas la théorie du complot à chaque fois, mais ça permet aussi de faire évacuer tout le monde et de checker quels sont les Palestiniens qui sont dans cet hôtel avec nous. Quels sont les gens qui travaillent, quels sont les fixeurs qui travaillent avec nous. Combien sont-ils? Est-ce qu'ils dorment la nuit dans l'hôtel? C'est aussi un bon moyen avec les drones de voir qui est dans cet hôtel en évacuant. Donc il faut toujours prendre ça aussi en compte, c'est-à-dire on évacue, d'accord, mais finalement est-ce une bonne idée? Est-ce que c'est pas plus dangereux d'évacuer en pleine nuit dans Gaza et de monter à 8 dans des voitures et de traverser une partie de la ville que de rester dans les hôtels? Voilà, la question est ouverte. Et oui, ça a été au fur et à mesure du conflit qu'il avançait de plus en plus difficile, et par le sommeil, et par des bombardements qui ont été parfois très, très, très violents à des endroits, et où parfois même on ne sortait pas, puisqu'on se disait... non mais là, concrètement, c'est trop dangereux. Il faut toujours ne jamais oublier qu'on travaille aussi avec des Gazaouis, qu'il est toujours important que leur sécurité est aussi importante que la nôtre. Et moi, je disais tout le temps, quand ma rédaction à Paris m'appelait pour faire un sujet, je demande à mon fixeur, si mon fixeur considère qu'on peut y aller, on y va. S'il me dit non, je n'y vais pas. Voilà. Pour moi, c'est une règle que je ne franchis jamais. Ces gens ont des familles. Ces gens nous aident. Bien sûr, c'est leur travail, ils travaillent pour nous, mais ils ne travaillent pas non plus pour prendre des risques démesurés. Et pour ça, tous les collègues avec qui je travaille à Gaza ont toujours suivi cette ligne aussi. Juste une question au passage. Dans la propagande israélienne, il a été beaucoup question de pression du Hamas sur les journalistes, du fait qu'on ne voyait pas les gens du Hamas, comme vous disiez tout à l'heure, du fait que, enfin bref, on n'avait pas la vision des roquettes qui partaient souvent de très près des journalistes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette argumentation ? Oui, c'est vrai. Les gens du Hamas, du Djihad islamique ou des CRP, pour le troisième groupe quand même qui officie avec des roquettes, se sont préparés pendant des années à ce conflit, c'est clair et net. Ils étaient préparés, ils étaient cachés dans des souterrains qu'ils ont et que donc l'armée israélienne a détruit pour la plupart, enfin ceux qui sont près de la frontière, et ces gens-là, on ne les a pas vus du tout. Leur portable était éteint, on ne pouvait même pas avoir parfois des réactions. Après, il y avait des porte-paroles qu'on a pu rencontrer, donc c'est faux quand l'armée israélienne dit qu'on ne voyait personne et qu'on n'a jamais entendu les gens du Hamas ou du Djihad islamique. Je les ai moi-même interviewés à plusieurs reprises. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'avaient pas des journalistes embedded avec eux sur les sites de lancement de requêtes, ça c'est clair. Et en plus, personne n'avait envie de prendre le risque d'y aller. Parce que comme je vous dis, c'était quand même pratiquement une mort sûre. Alors, oui, l'armée israélienne dit, mais vous voyez, vous n'y allez pas, donc c'est une pression. Et le Hamas vous prend comme bouclier humain. Alors ça, on l'a entendu... maintes et maintes fois, non, le Hamas ne nous prend pas comme bouclier humain et les familles non plus. Ce qui a été dit à un moment comme quoi l'armée lançait des papiers en l'air en disant aux gens d'évacuer et que le Hamas aurait dit aux gens de ne pas évacuer, de rester dans leur maison. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait,
comme je parlais des évacuations, c'est une instrumentalisation aussi. Parfois, c'est vrai, il vaut mieux évacuer parce qu'ils vont bombarder très fortement. Parfois, il y a des quartiers entiers qui ont été évacués, qui n'ont jamais été bombardés. Au bout d'un moment, les gens se disent, mais pourquoi on évacue à chaque fois puisqu'il ne se passe rien? Donc ils ont décidé de rester chez eux. Et c'est eux qui le décident. C'est pas le Hamas qui les oblige à rester chez eux. Donc c'est cette espèce de phrase bouclier humain. Non, et je n'ai vu aucune famille me dire oui, moi je reste chez moi pour le Hamas, je suis bouclier humain. Non, je n'ai rencontré personne en 30 jours me dire ça. Et après, moi je renvoie aussi la critique à Israël. Il n'y a eu aucune équipe embedded avec l'armée israélienne. Personne n'était avec les soldats. Pourquoi? Ça aurait pu être intéressant aussi de voir ce qui se passait au niveau des tanks qui ne sont en fait jamais entrés dans la ville. Par rapport à 2009, ils sont entrés de 3 km. Ils sont jamais vraiment allés plus loin, et 3 km, c'est vraiment le maximum. Et on n'a jamais pu les voir physiquement. C'est-à-dire que moi, le plus près que je me suis approchée à la ligne de front, c'était à 50 mètres, c'était les tanks. C'est la seule chose que j'ai pu faire. Et finalement, c'est pareil. On n'a jamais été du côté des soldats, comme on n'a jamais été avec le Hamas. Oui. Il y a eu 1 ou 2 reportages France 24 ou la télévision indienne qui ont montré des sites de lancement de roquettes pendant une trêve, ce qui a été largement récupéré par l'armée israélienne, par la communication israélienne, ce qui a valu, c'est vrai, un peu de problèmes aux journalistes qui ont fait, de la part du Hamas, qui ont fait ces reportages. Il y en a eu quelques-uns. Voilà. Après, on ne peut pas ne pas être, en tout cas, l'objet de tentatives de récupération de part et d'autre. C'est absolument inévitable. Reste qu'on fait notre métier avec le plus d'honnêteté possible et qu'on montre ce qu'on a à montrer et qu'on l'assume. Et en revanche, ce qu'il faut toujours refuser, je pense, c'est d'être récupéré d'un côté ou de l'autre et de faire partie de la communication d'une partie ou de l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en tant que journaliste. Il faut ajouter que les porte-paroles israéliens avaient annoncé une conférence de presse d'un journaliste allemand, je crois, si ma mémoire est bonne, qui devait révéler les pressions dont il avait été victime de la part du Hamas et qu'il n'est jamais apparu en conférence de presse. Donc, il y a eu un communiqué officiel de la FPA, la Foreign Press Association, qui représente un peu les journalistes qui sont en poste dans la région et qui a dénoncé des méthodes d'intimidation du Hamas, harcèlement, et je ne sais plus quels sont les termes utilisés. Voilà, c'est la seule déclaration officielle, entre guillemets, parce que c'est une association qui est assez représentative, qui va dans le sens... mais de l'intimidation, il y en a de part et d'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas très surprenant. À vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attendez le micro, parce qu'on a l'enregistrement. Vous avez déjà répondu partiellement à la question, mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de l'environnement politique de la couverture de Gaza. À savoir, premièrement, est-ce que vous avez un accès facile aux sources du Hamas, etc. Est-ce qu'il y a des porte-paroles? Est-ce qu'il y a des gens qui répondent facilement? Deuxièmement, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait un filtrage à l'entrée et qu'on regardait notamment ce que vous aviez fait dans le passé. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de journalistes qui ont été refoulés parce qu'en gros, leur couverture passée ne plaisait pas? Et puis, troisième question, toujours autour de la même chose, quelle garantie vous avez de la neutralité de vos fixeurs? Est-ce que vous les connaissez bien? Est-ce qu'ils travaillent pour vous depuis longtemps, ou pour la chaîne, ou pour la radio, etc. Merci. La première question, c'était... À l'accès aux sources. Il y a des porte-paroles. On fait des demandes d'interview comme partout ailleurs. C'est accepté ou c'est refusé. Ça passe par nos fixeurs. On a parfois accès à des grands responsables du Hamas, s'ils ne sont pas recherchés par l'armée israélienne, s'ils ne sont pas menacés d'être visés. La première fois, moi, j'avais un peu la trouille d'aller interviewer Mahmoud Zahar. Je savais qu'il était visé par l'armée israélienne. Donc, quand on est arrivé à sa maison, je regardais dans le ciel en espérant que le drone nous verrait et qu'il ne bombarderait pas à ce moment-là. Voilà, on fait des demandes d'interview, c'est accepté ou refusé. On parle à peu près tout le monde. La France ne parle pas au Hamas, évidemment, la France ne parle pas au djihad islamique, mais nous, les journalistes, on a le droit de parler à qui on veut. Donc, on fait des demandes. On a une équipe à iTélé qui est allée voir des combattants d'un petit groupe affiliés au Hamas, voir là où ils se cachent. Alors, ils ont accepté de se faire masquer le visage, de ne pas savoir où ils allaient, pour pouvoir rencontrer ces combattants et leur demander leur motivation, etc. Donc on a accès... Parfois, c'est pas systématique, mais on fait notre travail, on demande, on insiste, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. En tout cas, on n'a pas d'interdiction particulière.
J'aurais dû noter les questions. Le filtrage à l'entrée. Alors, il y a des gens... moi, je ne connais pas de gens qui ont été refoulés à cause de leur travail passé. En revanche, dès qu'il y a une collaboration plus ou moins lointaine avec notamment la nouvelle chaîne israélienne 24 News, ça, c'est sûr que le Hamas n'en veut pas et que ces gens-là ne rentreront pas. Il y a d'ailleurs des gens qui ont été accusés de collaborer depuis Gaza à cette chaîne-là et c'est très, très mal perçu par le Hamas, qui exécute quand même de temps en temps des collaborateurs dans Gaza. Enfin des personnes jugées pour avoir collaboré avec Israël. Donc voilà, à part le fait de travailler pour un média jugé israélien, je ne connais pas de journalistes qui ont été refusés à cause de leur travail. Et pardon, j'ai très mauvaise mémoire aujourd'hui. Les fixeurs. Ah oui, moi j'ai 100% confiance. On travaille avec le même fixeur qui est un ami, qui est quelqu'un qui parle français mieux que vous et moi, qui a épousé la culture française, l'humour. Moi, j'ai totalement confiance. Il a une perception très bonne, je trouve, de la situation politique. Il sait nous dire là c'est dangereux, là c'est pas dangereux. Il sait évaluer si les gens sont sincères ou pas, si les gens nous mentent ou pas. Il faut savoir qu'il y a toujours une suspicion quand une information vient de Gaza. On vous croit toujours à moitié parce que ça vient de Gaza. Donc c'est un peu difficile d'affirmer ces informations et de dire mais si, j'y étais, j'ai vu. A priori, ça vient de Gaza, donc c'est toujours un peu louche. Donc moi, je me fie toujours à mon fixeur et j'ai entièrement confiance. S'il me dit que ces gens-là sont pas sincères, je les crois. S'il me dit qu'ils sont sincères, je crois. Et pareil sur l'évaluation du danger et j'ai aucun doute sur lui. Juste pour ajouter sur les fixeurs, effectivement, les fixeurs avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années pour Radio France et en fait pour tous les médias français. Ils travaillent aussi avec un autre personnage en couleur. Faut quand même savoir que nos fixeurs connaissent très bien le Hamas. Ils ont leur porte d'entrée. Ils les connaissent très bien. Voilà, c'est-à-dire que s'ils étaient en mauvaise relation avec le Hamas, ils auraient des problèmes pour travailler. Peut-être pas nous, mais eux, oui. Donc, je pense que pour eux, l'arrivée au pouvoir du Hamas les a quand même contraints sur certaines choses, parce qu'ils ont dû effectivement montrer patte blanche au Hamas, qui leur demande des comptes en permanence. Et quand on entre dans Gaza, donc depuis que le Hamas a mis sa carte de presse, le Hamas appelle, parce que le nom de notre fixeur est écrit sur notre carte, sur notre dossier, appelle notre fixeur pour lui dire il y a Émilie qui rentre, est-ce que tu sais qu'elle doit arriver aujourd'hui? Oui, pourquoi elle vient, combien de temps elle vient, etc. À chaque fois. Et s'ils ont un problème avec un de nos sujets ou quelque chose, c'est eux qui vont appeler et c'est eux qui vont devoir rendre des comptes. Donc autant vous dire que ils ont aussi une espèce d'épée au-dessus de leur tête où ils disent si là il y a je sais pas quel collègue français qui dit je sais pas quoi sur le Hamas, moi derrière je vais me faire engueuler, je vais me faire tirer les oreilles. Et pendant la dernière guerre, c'est arrivé aussi plusieurs fois où ils se sont fait appeler parce que le Hamas, même s'ils sont sur les souterrains, ils savaient trouver les gens quand ils avaient besoin de les trouver. Mais donc ils font quand même attention à certaines choses. Sans avoir aucun droit de regard sur le contenu et sans nous demander une seule fois de dire ou de ne pas dire ou de ne pas poser telle question. Ils assument. Il nous faut confiance, comme on leur fait confiance. Ils travaillent avec nous, donc ils font leur travail. Il faut évidemment préciser que ça n'a rien de particulier à la bande de Gaza ou à la Palestine. Dans tous les pays du monde, quand des journalistes français se rendent, même quand ils parlent la langue du pays, ce qui est déjà une condition sine qua non, on travaille avec des fixeurs. Je veux dire, le monde diplomatique est un peu un cas particulier dans la mesure où on reste très longtemps dans un reportage et qu'on a en général des Français qui sont des chercheurs ou des journalistes ou des personnalités avec lesquelles on peut travailler. Mais je veux dire, la plupart des journalistes qui doivent travailler vite, disons, qui ont des contraintes, notamment celles de l'audiovisuel, ils ont recours aux fixeurs en Indonésie, comme je veux dire, dans n'importe quel pays, quoi. Mais ça, c'est vrai. Mais après, il y a des particularités à Gaza et c'est vrai qu'il y a une paperasserie à Gaza, un peu de l'Union soviétique. Et ils sont soumis à toutes ces contraintes. Les fixeurs, ils doivent faire avec les autorisations du Hamas, essayer parfois de ne pas forcément dire quel est l'objet du reportage. Je me souviens que j'avais fait un reportage sur les cours d'hébreu dans les écoles à Gaza. Je sais plus comment il avait tourné ça, mon fixeur, pour qu'on ait l'autorisation du Hamas pour aller dans l'école, mais finalement on l'a obtenu et après j'ai fait mon reportage comme je voulais. Je me souviens aussi des premières fois où on a eu notre carte avec Caroline, où on se retrouvait dans les bureaux du Hamas et on disait faites des sourires, on était là.
faut faire tous les ministères. Et bon, finalement, on a de la chance parfois d'être des femmes quand même. C'est que les mecs du Hamas, voilà, ils nous prennent un peu pour des billes. Sauf qu'ils savent pas à quoi ils se frottent, donc c'est assez drôle. Je pense que dès qu'ils voient un homme, ils sont tout de suite plus sur la réserve, ils cherchent le loup. Et nous, à chaque fois, ça passe, on fait des grands sourires et ça passe totalement très bien, même avec les gens du Hamas. Et finalement, on va pas moins gratter, on va pas. Mais c'est ça qui est bien en fait. Finalement, parfois, ça aide d'être une femme. Et aussi pour rajouter, et à Gaza et dans tous les pays musulmans, être une femme, ça a quand même des avantages puisqu'on a accès aux familles et aux femmes qui sont souvent dans ces pays-là et notamment à Gaza, les chefs de famille, au final, c'est elles qui gèrent la famille, les enfants, et en temps de guerre, encore plus. Moi, j'ai vu plein de maisons où les hommes étaient partis se cacher parce qu'ils avaient peur, ils étaient allés dans les écoles, etc., parce qu'ils avaient l'impression d'être plus visés, en fait, par les combats, où finalement, les femmes restent à la maison avec la grand-mère, les cousines, etc. Elles sont 20, 25, et elles sont toutes seules à se gérer elles-mêmes. Et on a accès, on peut rentrer parce qu'on est des femmes, alors qu'un reporter homme aurait peut-être parfois un peu plus de mal, ou les femmes n'oseraient pas parler en fait, n'oseraient pas se livrer, alors que nous, en général, ça passe. Et on va aussi dans les rassemblements du Hamas où il y a 25 000 hommes, on était les seules femmes, non voilées en plus, 25 000 hommes armés pour certains, tous de vert vêtus, et malgré tout, on a accès quand même. Donc on va partout en fait. D'autres questions, je vous en prie. Bonjour. Au sujet de la ligne éditoriale des journalistes ou des chaînes, et puis je vise justement la liberté de livrer sa propre perception de ce qu'on observe ou d'une censure qu'on laisse planer sur le journaliste, sur son travail. Donc je veux citer le cas de Charles Anderlin, qui, après avoir donné des images de Mohamed Abdurrah, l'enfant qui a été tué, il a donné sa propre vision des choses, ce qu'il a observé. Il a été par la suite pratiquement persécuté pendant plusieurs années devant la justice, accusé d'avoir truqué, voilà. Et puis des chaînes qui sont accusées de pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà, c'est juste au sujet de la ligne éditoriale adoptée, de la liberté de prendre position. Ces accusations-là, quand vous couvrez cette région, il faut s'y préparer parce que c'est non-stop. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on s'adresse à vous directement, sans retenue, avec parfois beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, des insultes, des reproches. Moi, tant que je me fais insulter de chaque côté, je me dis que je suis à peu près équilibrée dans mon traitement, ça va. Mais c'est sans arrêt. Charles, évidemment, a subi depuis de nombreuses années, lui et sa famille, et des menaces de mort et un calvaire quotidien. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu la moindre direction éditoriale. Jamais. Je dis absolument ce que je veux. J'ai vécu là-bas pendant plus de 2 ans. Ma chaîne me fait entièrement confiance. Et peut-être que certains dirigeants ne partagent pas mon avis. J'en sais rien. Ils ne me l'ont jamais dit. Ils m'ont fait confiance. Ils ne m'ont jamais interdit de dire quoi que ce soit ou demandé de dire quoi que ce soit. Et au contraire, ils se fient plutôt à mon avis parce qu'ils considèrent que je connais. Et il y a un gros fantasme là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un agenda et que certains ont une opinion très tranchée sur le conflit, mais malgré tout, il y a un gros fantasme là-dessus. Et je pense qu'il y a plutôt souvent de l'ignorance de certains journalistes, voire de certains rédacteurs en chef, qui les conduit parfois à écrire des choses fausses ou maladroites ou qui sont mal interprétées. Mais pour le vivre au quotidien, je peux vous dire que si moi, je vais dire à un rédacteur en chef, non, ça, il ne faut pas le dire comme ça, dans l'instant, c'est changé et on me fait confiance. Et à chaque fois, c'est plus de la méconnaissance de la situation qu'une volonté d'imposer un point de vue. Moi, je le vis comme ça et en tout cas, je n'ai jamais subi la moindre directive et la moindre censure de ma rédaction. De mes rédactions, parce que je travaillais pour une radio et une télé sur place. Oui, je ne pourrais pas le dire mieux. Pareil, j'ai travaillé pour des médias français, belges, suisses. Je n'ai jamais eu aucune pression. Mais effectivement, comme tu dis, Caroline, je pense qu'il y a vraiment un fantasme là-dessus. Non, nous ne sommes pas instrumentalisés par la presse française et par nos dirigeants de la presse française. Nous disons ce que nous voulons. Si effectivement des gens dans les rédactions ne partagent pas, en tout cas... c'est pas pour ça qu'on va nous dire ah non, ça on va pas le passer comme ça, il faudrait plus mettre de ça ou ça. Par contre, la critique que nos chaînes ont, c'est-à-dire que c'est pas nous en fait, mais c'est plus nos chaînes, c'est oui, c'est pas assez équilibré. Alors moi, ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Je suis désolée. Israël et Palestine sont les 2 seuls endroits au monde où on nous demande d'être équilibrés sur un conflit. On ne demande pas en ce moment d'aller voir si comment l'État islamique gère les frappes. Donc
il y a toujours un agressé et un agresseur. C'est effectivement important et primordial d'aller des deux côtés. Après, d'en faire 50-50, alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas, mais que les chaînes s'efforcent de faire. Voilà, oui, exactement. Alors, je ne sais pas vraiment de d'où ça vient. Je pense qu'effectivement, il y a quand même là des pressions, puisque les chaînes sont après attaquées d'être pro-palestiniennes ou attaquées d'être pro-israéliennes. Et je comprends que pour elles, c'est un marasme et c'est très compliqué à gérer. Après, je ne sais pas, Caroline, ce que tu en penses, mais effectivement, sur cet équilibre, c'est très compliqué de se positionner là-dessus. Moi, j'étais correspondante en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pas en Israël. Donc, moi, je n'ai pas été trop taxée de ça, parce que finalement, moi, dès le départ, voilà, je ne couvrais que la question palestinienne. Donc, voilà. Mais je sais que pour des collègues, parfois, c'est très compliqué de dire il faut être aux deux endroits. Et là, dans la dernière guerre, c'était flagrant, parce que parfois, ils disaient oui, mais il faudrait que tu ailles de l'autre côté, mais en fait, c'était deux guerres différentes. C'était vraiment deux guerres différentes. Ça n'avait rien à voir. Et effectivement, je pense que la France 2 avait raison. Ils avaient deux personnes des deux côtés. Et oui, c'était deux guerres différentes. Donc là, pour le coup, ça se justifiait. Juste un mot, moi, je crois aussi qu'on ne peut pas parler cet été, en tout cas, de censure. Il y a eu des guerres qui ont été censurées, mais pas celle-là. On a eu, en gros, sur nos écrans ou à la radio, dans la presse, l'ensemble des informations, disons, dans la mesure du possible et dans la mesure de l'intérêt pour les questions internationales, parce qu'il y a aussi la question du temps donné à un conflit par rapport à d'autres actualités qui sont parfois très futiles et qui retiennent l'attention beaucoup plus longuement. Ce qui est vrai, c'est que cette question de l'équilibre, qui est, je crois, la dominante de cet été, c'est une idée absurde. Parce qu'on ne peut pas parler de manière équilibrée d'un conflit qui n'est pas équilibré. Quand il y a des armées face à face sur un champ de bataille, c'est un conflit équilibré entre soldats. Mais là, on a d'un côté une armée sur le champ de bataille et de l'autre côté une milice. On a des gens, je ne dis pas que ce soit drôle d'avoir peur parce que les sirènes ont hurlé et qu'il peut y avoir des roquettes qui arrivent, mais enfin, dans beaucoup de cas, le dôme de fer a arrêté les roquettes. On ne peut pas comparer ça avec 2140 morts, dont 570 enfants, dont 70% de civils. Il n'y a pas d'équilibre possible. Et le fait de vouloir imposer un équilibre crée effectivement des situations absurdes. Troisièmement, je l'ai toujours dit à Charles, ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé aussi à l'émission de France 2 qui s'appelait Un œil sur la planète à propos de la Palestine, c'est à double aspect. Il y a l'aspect de la pression menée contre Charles de la part des ultrasionistes en particulier au début, puis après de la part du CRIF lui-même, de manière incroyablement irresponsable. Enfin, on a vu le président du CRIF se mêler de l'affaire Al-Doura, dont il n'avait pas la moindre notion depuis le début. Donc on a cet aspect de pression, mais on a de l'autre côté le fait que ces pressions ont été repoussées. Moi, je suis frappé que Charles va finir sa vie professionnelle avant sa retraite, qui est proche, je pense, à Jérusalem, et que France 2 n'a absolument pas cédé aux pressions sur lui. De la même manière, l'émission Un œil sur la planète, non seulement France 2 n'a pas bougé, mais le CSA, après avoir instruit l'affaire, a considéré que l'émission était inattaquable pour l'essentiel et qu'elle méritait d'être défendue comme telle. Donc je veux dire, il faut à la fois mesurer bien les pressions, mais mesurer aussi la capacité de la profession à se défendre contre ces pressions. Mais malgré tout, moi, je pense que c'est utile d'aller des deux côtés. Alors, équilibré, c'est peut-être pas le bon terme. On nous demande pas un traitement équilibré, mais d'aller voir des deux côtés. Et pour comprendre, tout simplement. Et moi, en étant correspondante à Jérusalem, j'ai eu cette chance pendant 2 ans de pouvoir passer parfois plusieurs fois par jour d'un côté et de l'autre des checkpoints. Alors, j'allais pas à Gaza tous les jours, mais j'allais en Cisjordanie quasiment tous les jours.
Et je trouve que c'est une chance et de pouvoir à chaque fois aller au plus près et voilà, et comprendre aussi quels sont les arguments de l'État hébreu pour mener cette offensive, agression, comme vous voulez. D'aller voir les populations du Sud sur lesquelles s'appuie le gouvernement pour justifier ces bombardements. C'est pas inutile, loin de là. Et je trouve que c'est indispensable d'aller de chaque côté. Et quand les chaînes ont pu envoyer 2 équipes, c'était ce qu'il y avait de mieux. On est entièrement d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que l'heure d'angoisse d'un citoyen de Sderot en entendant la sirène, c'est pas comparable à 20 morts palestiniens qui sont morts dans la même heure c'est d'attente. Vrai. Mais avoir 20 secondes pour descendre dans un abri anti-roquette, c'est pas très rigolo non plus. Il y a l'abri et il y a la sirène qui est beaucoup plus stressante en fait, parce qu'on attend, alors que à Gaza, ça tombe en fait. Hein. Donc on n'a pas le temps d'avoir peur en fait. D'autres questions ? Je vous en prie. Oui, alors j'ai le sentiment, durant la dernière guerre, qu'il y a beaucoup de reportages dans les grandes chaînes audiovisuelles qui interviewent des porte-paroles de Tsahal sans trop de contrepartie. Et du coup, ça fausse un peu, je trouve. Et est-ce que vous avez cette même perception ? Est-ce que vous partagez cette perception ? Et si oui, comment vous l'expliquez ? Est-ce que justement, ça fait partie de ce traitement égalitaire que les chaînes vous demandent ? Ou alors, est-ce que c'est le temps médiatique qui ne vous laisse pas le temps, par exemple, de faire des reportages plus poussés et qui vous forcent à aller peut-être au plus vite et à interviewer la personne qui a envie le plus de parler ? Quel genre de contrepartie ? Sans autre interview qui pourrait donner une contrepartie. Par exemple, quand un responsable de Tsahal dit que le Hamas utilise des boucliers humains et qu'il n'y a pas de... Voilà, que le reportage s'arrête comme ça, je trouve ça un peu déstabilisant. Voilà, il faut aller à Gaza. Après, la contrepartie, c'est le reportage à Gaza qui est fait normalement. Il y a une réponse, je ne sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir traité le conflit de cette manière-là, mais je ne sais pas si toi, on t'a demandé de répondre à l'accusation de bouclier humain. Oui, la radio canadienne m'a demandé plusieurs fois de répondre à cette accusation de bouclier humain parce qu'effectivement, elle tournait beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Ça a été l'argument principal pendant, j'ai envie de dire, le début de la guerre. Après, c'est un peu retombé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas vraiment le cas, mais ça a pris une proportion à un moment. Et pour répondre à votre question, je pense que cette équipe devait être du côté israélien à ce moment-là. Et effectivement, le porte-parole de l'armée israélienne est très enclin à parler aux télés. Hein. Ils sont tous très très bien formés là-dessus. Ils appellent, ils donnent des textos, etc. Sachant qu'effectivement, le Hamas ne nous appelle pas ou ne nous envoie pas des textos pour nous proposer une interview. Ça, c'est vrai. Après, ils ont été de plus en plus formés, enfin, ils se forment eux-mêmes, hein, le Hamas, à répondre aux journalistes. Ça, faut pas... attention, hein, c'est plus les barbus quand ils sont arrivés, l'image qu'on en avait un peu. Non, maintenant, ils savent aussi utiliser la presse comme utilisent les porte-paroles de l'armée israélienne. Ils savent utiliser Twitter. Ils aiment bien répondre à l'armée israélienne sur Twitter. Donc, je pense que là, effectivement, c'était juste que cette équipe devait être du côté israélien, n'avait pas la possibilité dans l'heure de passer de l'autre côté pour aller faire un reportage. Mais ça se trouve, le jour d'après, l'équipe a fait le reportage pour donner ce qui est quand même souvent le cas. Oui, non, voilà, mais effectivement, parfois il y a beaucoup de rumeurs comme ça aussi sur ce conflit qui naissent beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. En ce moment, maintenant, il faut presque lire en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour déjà anticiper et savoir ce qui va nous retomber dessus. Les critiques, oui, mais là vous n'êtes pas allé. Oui, c'est toujours les mêmes en général. Mais les enfants sur la plage, ça a été pareil, ça a été instrumentalisé. Mais de toute façon, c'était des combattants. Oui, c'est sûr. À 11 ans, nous, on est allés sur place, on était devant, on a bien vu, l'endroit était tapé, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien, il n'y avait pas de souterrain. C'était des enfants qui jouaient sur la plage. Et en off, quand j'ai demandé à des gens de l'armée de me dire ça, ils me disent mais alors quelle est votre... C'est quoi la justification de cette frappe, puisqu'apparemment c'était des combattants. En fait, ils n'en ont pas, puisque je crois que ça a été un dommage collatéral, et puis surtout une faute. Hein. Il y a eu une faute quelque part. Il y a une enquête qui est ouverte. Il y a en tout 7 enquêtes qui sont ouvertes après si j'ai bien compris, des exactions à Gaza. C'est un missile tiré par un navire. Oui, 2 missiles. Donc voilà, oui, 2 missiles. Donc c'est quand même très difficile de dire que c'est. Oui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné un go. Il y a quelqu'un qui a donné un go pour lancer ce missile. Et au premier missile, moi c'est ce que je dis. Après, voilà, je suis pas dans l'armée, mais au premier missile, on voit que c'est des enfants qui s'échappent. On essaie de pas tirer le deuxième. Bon.
L'armée nous montre à quel point ils sont capables de dévier un missile, même juste avant qu'il atteigne sa cible, quand ils se rendent compte qu'en fin de compte, c'est une population, ce sont des civils, ou que la cible visée n'est pas celle finalement qui est trouvée, qui sont capables de dévier ou d'annuler, etc. Donc là, effectivement, les cibles, les attaques très ciblées. Je voudrais vous poser une question qui dépasse un peu ce qui s'est passé cet été. Bon, pour l'instant, on parle de vous, qui êtes quand même des connaisseuses de la Palestine et de Gaza en particulier. On parle de Charles Anderlin, qui est évidemment aussi un connaisseur. Mais la plupart de vos collègues, vos confrères ou de vos consoeurs, c'est souvent, l'expérience que j'en ai en tout cas, des jeunes journalistes qui ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'eux ne sont pas beaucoup plus susceptibles d'être victimes de pression de leur direction, de rédaction en chef, ou de pression en général autour effectivement des réseaux sociaux, toute la propagande du CRIF aujourd'hui liée à celle d'Israël, malheureusement. Le CRIF a perdu sa fonction qui était celle de représenter une communauté pour devenir une espèce d'agent d'ambassade bis d'Israël en France, je le dis au passage. Est-ce que pour un jeune journaliste qui ne connaît pas bien le sujet, qui n'a pas trop le temps de se plonger dans les livres de l'IREMO ou autres. De venir aux conférences. C'est malheureusement très vraisemblable que les jeunes journalistes n'aient pas le temps de se former. Est-ce que ça, c'est pas un vrai problème sur la capacité à rendre compte d'une situation, à développer l'information? Je ne veux pas donner de nom, mais je veux dire, j'ai vécu à plusieurs reprises des situations comme ça où on a affaire à des journalistes, c'est pas qu'ils soient pro-machin ou anti-truc, c'est qu'ils sont tout simplement pas informés du sujet qu'ils sont amenés à traiter, et à traiter très vite, quoi. C'est vrai qu'il y a deux populations de journalistes sur place. Il y a les chevronnés. Jusqu'ici, on a envoyé plutôt les journalistes chevronnés couvrir cette région qui est complexe et qui est restée un peu au centre du monde malgré tout. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes, effectivement, qui se lancent, qui, dès la sortie de l'école, veulent avoir leur expérience, viennent sur place. Alors, comment mieux apprendre le métier qu'en venant couvrir le conflit israélo-palestinien ? Je pense que les journalistes, les papiers qui ne sont pas neutres viennent des gens qui sont militants, donc soit de la presse communautaire juive, soit des militants pro-palestiniens. Mais pour avoir travaillé avec les deux, des chevronnés comme des débutants, en fait, on raconte pas la grande histoire à chaque fois, on raconte une petite histoire à chaque fois. On raconte la grande histoire par une petite histoire. Donc on va sur place, on interroge les gens, on fait pas le conflit israélo-palestinien depuis son origine jusqu'à son dénouement s'il arrive un jour dans chaque reportage, quoi. Donc le journaliste, à partir du moment où il fait son travail, où il est honnête, où il rencontre de l'information, je pense pas que on n'a pas de pression sur le terrain. Franchement, on doit pas résister à des pressions. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Non, moi non plus. Et moi, je pense que les journalistes aujourd'hui savent faire leur travail aussi. Il faut arrêter de penser qu'on est tous un peu bêtes. Non, mais parce que c'est vrai, on est de plus en plus critiqués, les journalistes. Et alors, parfois à tort ou à raison, mais moi, j'ai quand même la prétention de croire qu'on a fait quand même des études. Beaucoup de ceux qui travaillent sur les questions internationales ont fait des études de sciences politiques ou s'intéressent énormément à l'international en général. Et souvent, ils ont quand même une idée. Ils n'arrivent pas non plus comme ça, la fleur au fusil. Et même les jeunes journalistes qui débutent, ils se renseignent, ils demandent conseil, ils nous envoient des mails. Nous, qu'on habitait à Jérusalem et moi à Ramallah, on a plusieurs fois rencontré des jeunes journalistes qui nous demandaient des conseils et à qui on les donne. Et justement, avec des questions pour pas se faire avoir, justement. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Où est-ce que là, est-ce que tu crois que là je me fais entuber ? Est-ce que je me fais enfler ou pas là ? Et bah oui, nous on peut lui dire. Et finalement, en général, les gens demandent vachement de conseils. Vous avez beaucoup de chance alors d'être dans des chaînes où il n'y a pas ce type de problème, mais le nombre de chaînes où on a des jeunes journalistes, parfois fils de journalistes de la même chaîne, qui sont en juin en Ukraine, en juillet à Gaza, en août, vous voyez,
Je veux dire, le temps matériel pour se former et comprendre le sujet dont Ça, on on est tout à fait d'accord. Ouais. Hein. Mais moi aussi, j'ai été en Ukraine. Je connaissais pas plus l'Ukraine que ça avant. Alors bien sûr, je suivais ce qui se passait, etc. Mais oui, il faut aussi, mais comme sur un sujet en France, j'ai envie de dire, un sujet qu'on connaîtrait pas du tout, il faut être très réactif, essayer de comprendre vite de quoi il retourne. Et comme disait Caroline, finalement, c'est toujours une petite histoire dans la grande. Et l'Ukraine, c'est pareil. Moi, au début, l'Ukraine, effectivement, j'arrive en Ukraine, je suis jamais allée. Je vais pas d'un coup raconter l'Ukraine, c'est-à-dire que je vais prendre une petite histoire, de cette petite histoire je vais commencer à comprendre, et puis au bout de plusieurs jours je vais commencer à bien comprendre. Et alors bien sûr je comprendrai jamais aussi bien que quelqu'un qui habite depuis 5 ans par exemple, mais je vais essayer de faire mon travail le plus honnêtement du monde. J'espère qu'on fait tout ça maintenant. Voilà, enfin on essaie de faire comme ça. D'autres questions, oui. Oui, bonjour. C'était au sujet des jeunes journalistes, justement. Il y a l'école de Lille, je ne sais plus comment ça s'appelle, les grandes écoles, qui donc fait une visite guidée par le CRIF, payée par le CRIF tous les ans aux jeunes journalistes. Déjà, ce que vous en pensez. Et puis, est-ce que vous avez croisé ces jeunes journalistes? Est-ce qu'ils sont influencés par ce voyage-là, quoi? Oui, je les ai reçus, on y était justement. C'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai tout de suite dit que c'était pas normal. Ça a posé problème puisque moi, en fait, je m'étais engagée pour recevoir ces jeunes étudiants à Ramallah et leur faire un peu découvrir la Cisjordanie. Je me suis désolidarisée tout de suite du projet quand j'ai su qu'il était financé par le CRIF. Déjà parce que moi, je veux pas être dans le collimateur du CRIF et que surtout, on m'avait jamais dit que cette visite était financée par le CRIF. Et c'est là où je pense qu'il y a eu un gros problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'école, et c'est mon école, hein, donc c'est l'école que j'ai faite, donc j'étais un petit peu aussi chafouinée. Mais je pense qu'ils n'étaient pas clairs justement avec ça. Ils sentaient bien qu'il y avait un problème, puisque c'est pas sorti. Enfin, moi, à aucun moment, on me dit on arrive parce qu'on est financé par le CRIF. Et c'est quelqu'un qui m'a appelé au départ anonymement pour me dire, enfin, c'était surréaliste. Effectivement, alors après, quand j'ai appelé l'école, on m'a dit oui. Mais là, j'ai dit, bah oui, mais enfin, moi, je peux pas travailler avec vous. Alors, il faut quand même savoir que c'est pas la seule école qui a été financée par le CRIF. Alors, je ne sais plus laquelle, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 ou 3 ans avant, il y a eu une autre école qui est venue financer par le CRIF. Et il y a aussi alors, on parle des jeunes journalistes et voilà, mais il y a aussi des journalistes chevronnés à qui le CRIF paie aussi des voyages de presse. Il était encore à Jérusalem en mars, quand j'y étais en février ou mars, il y avait une équipe qui est arrivée aussi financé par le CRIF. Alors, c'était pas du tout médiatisé, etc., parce que c'est pas sorti dans la presse et que voilà. Mais il y a des journalistes qui sont venus par le CRIF et qui viennent encore tout le temps par le CRIF. Et alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Franchement, au final, j'en sais rien parce que moi, j'ai jamais été avec le CRIF, donc je sais pas ce qu'on leur dit. Après, ce qui serait par contre intéressant, c'est que l'autorité palestinienne, dans ces cas-là, mette en place aussi, non, mais c'est vrai, les mêmes tours pour leur montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est dans ces tours-là? C'est ça, ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Alors moi, c'est ce que je disais parfois aux autorités palestiniennes, mais faites pareil. Faites pareil. Alors maintenant, ils le font, mais bon, c'est... Mais c'est ce qu'ils font. Non, ce voyage a posé problème et tous les journalistes qui étaient là présents ont grincé des dents et du coup, ils ont eu des intervenants imposés, d'autres qui ont refusé de parler et je crois pas que ce soit tous les ans, je pense qu'ils l'ont fait une fois et je pense qu'ils le referont plus parce qu'ils ont compris. Alors effectivement, c'est une erreur de débutant pour une école de journalisme, c'est un peu embêtant. Pour la plus ancienne des écoles. Peut-être que c'était montrer l'erreur pour qu'ils ne... Enfin, voilà, je ne sais pas. C'était peut-être un exercice pratique. En tout cas, ça a posé problème. Maintenant, parfois, on est... et volontairement, on se laisse entraîner. Il y a une grande agence de communication qui s'appelle Israel Project, qui est très, très efficace en Israël, qui contacte tous les journalistes qui arrivent sur place, qui vous fournit des contacts, les meilleurs experts sur tous les sujets. Dès qu'il se passe quoi que ce soit, vous avez un mail, ils vous proposent une conférence avec l'expert que vous n'arriverez jamais à avoir par vous-même, qu'ils ont réussi à avoir. Ils vous proposent des tours en bus, en hélicoptère. Moi, la première fois que je suis arrivée, ils m'ont proposé un tour en hélicoptère. Alors après, parfois, on accepte parce que la personne est intéressante, parce que ça vaut le coup de faire des images en hélicoptère gratuitement, parce que... mais on sait où on met les pieds, on sait pourquoi ils font ça, on sait comment on va utiliser cette matière, et c'est très intelligent, et ils s'en cachent pas, ils savent qu'ils sont là, ils disent qu'ils sont là pour faire la promotion de l'image d'Israël. Et il y a des choses à prendre aussi en étant tout à fait conscient de qui vous propose ça, pourquoi il vous le propose et comment vous allez l'utiliser. Et d'ailleurs, les Palestiniens essayent de faire la même chose. Ils ont compris à quel point c'était efficace. Et j'ai fait aussi un tour
à l'approche de Noël à Bethléem, organisé par le ministère du Tourisme palestinien, avec le même parti pris, enfin inverse, mais même état d'esprit, avec les mêmes messages à délivrer, et de la même façon, voilà, il y a à en prendre, à en laisser, je l'ai fait, et il y avait des choses intéressantes et des choses que je n'ai pas gardées. C'est quand même pas tout à fait pareil. Des journalistes expérimentés qui font comme ils l'entendent leur travail, et une école qui envoie ses élèves en les laissant dans les mains du CRIF. C'est vraiment une chose particulièrement scandaleuse, d'autant que toutes les écoles, par ailleurs, font des voyages d'étudiants sans aller chercher des financements partisans. C'est vrai du CFJ, c'est vrai de l'école du QEJ de Strasbourg, c'est vrai de l'IPJ. Je veux dire, les écoles qui le veulent font en sorte de trouver les moyens d'avoir des activités à l'étranger, ce qui est très bien sûr. Après, quand même, je tiens à dire qu'il y a eu des débats au sein des étudiants quand ils ont su que ça allait être financé par le CRIF. Certains n'étaient pas du tout d'accord. Donc, non, mais je tiens quand même à le préciser, il y a des élèves qui se sont vraiment... qui ont fait entendre leur voix, etc. Et finalement, quand ils sont partis, ils n'étaient pas dupes. Non, c'est vrai. Ils savaient quand même où ils mettaient les pieds, avec tout le foin qu'il y a eu quand même, ils savaient. Donc, ils ne sont pas non plus partis avec que la voix du CRIF, etc. Mais c'est vrai que il a quand même fallu que ça sorte dans la presse pour que les questions soient posées. Et le directeur de l'école de Lille, qui avait organisé ça, n'est plus directeur de l'école de Lille, et il n'a pas l'âge de la retraite. Donc voilà. D'autres questions ? Oui, mais pour avoir été prof dans des écoles de journalisme pendant 25 ans, je peux confirmer que c'est une vraie connerie, effectivement, ce financement, et que toutes les écoles reconnues par la profession organisent tous les ans des déplacements intéressants, y compris dans des zones de conflit quelquefois, sans se mettre dans les règles de la communication comme ça. Ma question n'a rien à voir, je voudrais simplement savoir comment les médias israéliens couvrent Gaza. Ils ne couvrent pas, en fait. Si, ils le couvrent. Très peu d'images. Très peu d'images des bombardements parce que c'est toujours la même chose. C'est des images de destruction, donc ça n'a pas grand intérêt. C'est ce qu'on entend, évidemment. Je crois que c'est une autocensure, en fait. Je ne crois pas qu'ils aient eu l'interdiction formelle de montrer les destructions à Gaza. C'est plus de l'autocensure. En tout cas, ils montraient, évidemment, ils couvrent en montrant les alertes à la roquette dans les villes du Sud, les enfants traumatisés, les gens qui se cachent dans les abris. Ils n'ont pas le droit d'entrer à Gaza, évidemment, en tant qu'Israéliens. Tout Israélien a l'interdiction formelle de l'État d'Israël d'entrer à Gaza et n'obtiendra jamais cette autorisation. Ils couvrent du côté israélien et ils diffusent en revanche les interviews officielles des responsables du Hamas. Ça, j'ai déjà vu. Mais pas de reportage, évidemment, auprès de la population, des bombardements, des morts, etc. C'est forcément vu d'un côté. Et des menaces du djihad islamique ou du Hamas. Après aussi, tout ça participe à la méconnaissance totale qu'il y a dans la population israélienne de la bande de Gaza. Moi, combien de fois j'ai entendu, et de la Palestine en général, mais dans la bande de Gaza, il y a des fantasmes incroyables sur cette bande de terre. Parfois, on me dit il y a une frontière avec le Liban. Alors, je me dis, mais ils savent même pas où c'est. Non, mais c'est... Oui, c'est nouveau, ils viennent d'ouvrir un point de passage avec Beyrouth. Non, mais moi, à chaque fois, je suis sidérée quand même par si peu de connaissances d'1,5 million de personnes qui habitent, pour certains, à 2 km de chez eux. Alors, moi, je ne comprends pas. Et une amie journaliste qui parle hébreu me disait qu'en fait, dans la presse israélienne, il n'y a pas de civils à Gaza. Donc, c'est quand même important de comprendre aussi, parce que ça n'excuse pas tout, mais il faut savoir aussi ce que les Israéliens entendent de la bande de Gaza. Et je pense que c'est important de le savoir, parce qu'on dit, oui, les Israéliens, oui, mais certains sont totalement... Ils ne savent pas ce qui se passe parce qu'on ne leur dit pas. Et on leur dit autre chose. Et donc, à Gaza, il n'y a pas de civils, il y a des combattants et des non-combattants. Voilà. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est sûr que la perception qu'ont les Israéliens des Gazaouis et des Palestiniens de Cisjordanie, finalement, c'est surréaliste, parce qu'on se dit, mais c'est pas ça du tout. Et quand on essaie d'en parler, c'est tellement pour eux, totalement à des millions d'années de ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont enfants, que de toute façon, ils ne vous croient pas, parce qu'on leur a dit l'inverse ou autre chose depuis des années. Alors, pas tout le monde, parce que ceux qui parlent anglais ont d'autres sources d'information. Attention. Mais ceux qui parlent qu'hébreu, la source d'information est quand même très réduite.
Surtout que le gouvernement, sa politique principale, c'est de jouer sur la peur. Donc, ce sont les lanceurs de roquettes de Gaza. Et, bon, cela dit, ils y étaient jusqu'en 2005, donc jusqu'au retrait unilatéral. Donc, ils ont vu à quoi ça ressemblait. Et à l'époque, il y avait plus de contact entre les deux populations. Mais c'est vrai que depuis ce retrait et depuis surtout la construction du mur, évidemment, il n'y a aucun contact entre les deux populations qui se méconnaissent totalement. Il y a des fantasmes incroyables des deux côtés. Moi, mes voisins à Jérusalem, à chaque fois que je partais à Gaza, ils me regardaient comme si j'étais... mais c'est complètement folle. Et pourtant, ils étaient très à gauche et très pacifistes. Mais pour eux, c'était inconcevable de se rendre à Gaza. C'était l'endroit le plus dangereux au monde. Et c'est vrai que je me souviens la première fois où je suis allée, où j'ai demandé à la soldate qui était au terminal d'Erez combien de temps il fallait pour traverser le No Man's Land. Elle m'a dit, j'ai aucune idée, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je dis, vous n'êtes jamais allé voir de l'autre côté ? Elle était au terminal, quoi. Elle dit, mais non, jamais. Elle n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière la porte. Et ça m'avait frappé de voir à quel point... C'est même pas qu'ils connaissent pas, c'est qu'ils ne veulent pas connaître. Il faut peut-être dire un mot sur la presse écrite, parce qu'il y a eu une accentuation cet été de la polarisation de la presse écrite, avec un alignement très fort sur le gouvernement israélien, pour l'essentiel de la grande presse écrite, et israélien, et le village gaulois, si j'ose dire, c'est-à-dire à Haaretz, avec là, à l'inverse, des phénomènes aussi de radicalisation très forts. Il y a beaucoup de papiers qui sont parus cet été. Moi, je suis abonné à la version Internet. Donc ça permet d'avoir les choses très vite. Il y a beaucoup de papiers qui, en France, seraient quasiment impubliables. De Gideon Levy ? Ils sont durs. De Gideon Levy, d'Amir Haas, qui est considéré comme une terroriste par les Israéliens, Amir Haas. Oui, et viré d'une conférence palestinienne à Birzeit. Oui, et puis il y a des comportements. Il y a Sayed Keshua, qui est cet arabe israélien qui a un grand succès en Israël, qui est auteur de la série Travail d'arabe, qui a un succès monumental et qui écrit toutes les semaines dans le supplément d'Haaretz, qui est parti, lui, carrément, en disant qu'il n'y croyait plus à la cohabitation. Il était désespéré. Moi, je l'ai harcelé pour l'interviewer. Il m'a dit, j'ai tellement pas le moral, non, je suis désolée. Pourtant, j'avais interviewé plein de fois avant. Oui, il y a des comportements radicaux et de désespoir même. Haaretz, il faut savoir que c'est lu par personne en Israël. C'est lu par les étrangers, par les journalistes. C'est absolument pas représentatif de la population. Ça nous fait plaisir à nous, en tant que journalistes, en tant qu'intellectuels. C'est 1% de la population, je crois, qui lit Haaretz. Ça représente rien. Mais ça nous fait plaisir. Ça a le mérite d'exister et on se fait plaisir à le lire. Mais la presse israélienne, mais il y avait un très très fort soutien de la population en général à cette opération. Et les discours, et moi j'ai jamais entendu de discours aussi haineux que ceux-là pendant ce conflit. Alors il y avait eu l'histoire des 3 adolescents kidnappés et tués avant, ce qui a déclenché une vague de haine que j'ai rarement ressentie à ce point. Et il y avait une volonté de vengeance et d'en terminer une fois pour toutes avec le Hamas. Et la population était vraiment de dire... Et Netanyahou, qui malgré son image de faucon, a rechigné à y aller et ensuite s'est retiré trop tôt pour une grande partie de la population, a arrêté l'opération trop tôt, a perdu énormément de popularité et n'est pas du tout suivi par la population qui voulait en terminer. Et on entend des mots... vraiment très dur et très violent que je ne répéterai pas dans la bouche de la population. Donc oui, la presse, qui est majoritairement à droite et qui suit la population, suivait le gouvernement et l'opération en elle-même. Ouais. D'autres questions devant ? Merci. Oui, une petite question toute simple. Vous avez dit que c'était plus facile pour des femmes journalistes donc de travailler là-bas sur place. Parfois. Est-ce que vous connaissez la proportion de vos confrères par rapport aux consoeurs qui ont couvert ce dernier conflit ? On était énormément de filles. Voilà, mais attention, voilà, c'est ça. Il y a de plus en plus de femmes grands reporters et la profession se féminise très vite. Oui. Mais effectivement, moi qui ai vu, comme je suis restée 30 jours à Gaza, toutes les équipes se relever, c'est-à-dire l'équipe chacun restait une semaine, 10 jours, il y avait une autre équipe qui arrivait, il y avait beaucoup de femmes. Alors après, la proportion réellement, je sais pas. Ouais, voilà, c'est la proportion. Ouais, mais je pourrais pas dire si c'est 60-40 ou. Mais il y avait beaucoup de filles, oui, effectivement. C'est un choix rédactionnel ? Non.
Il y a de plus en plus de femmes grands reporters, donc on envoie Ouais. des grands reporters qui sont là. Mais c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup entre collègues grands reporters filles. On en parle beaucoup de ça, comme qu'on est de plus en plus, parce qu'on a l'impression qu'on ne traite pas les conflits quand même pareil. Avant, c'était que des mecs qui allaient sur les conflits, et maintenant, il y a des femmes, et je trouve qu'il y a on entend d'autres choses maintenant, et je trouve ça intéressant. Mais pendant une période antérieure, pas cet été, on a dit que le choix était aussi un choix éditorial, c'est-à-dire un choix professionnel. C'est-à-dire que l'idée que des hommes pouvaient être pris en otage, Ah oui. pas forcément évidemment à Gaza, et des femmes moins fréquemment, quoi. Oui, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est tous des cibles, qu'on soit... Florence Omna, enfin, Ouais. je pense qu'on n'est pas protégé parce qu'on est une femme, malheureusement. Non, moi j'ai pas l'impression non plus. Ouais. Oui, oui. Quand en Israël, quand on reçoit quand une délégation diplomatique est reçue ou gouvernementale ou même présidentielle, on les emmène de l'aéroport directement au grand mémorial, déjà dans un climat de dramaturgie et de contrition. Et je crois que des personnes ici ont subi ce lavage de cerveau. Suivez mon regard. Donc, alors, voilà, ma question, c'est les journalistes ont-ils été à un moment ou à un autre confrontés à une situation comme celle-là? Voilà, le CRIF, on a fait son affaire, mais sur place, y a-t-il quelque chose de ce Aucune obligation de se rendre à Yad Vashem. En revanche, on y va parce que ça nous intéresse et que c'est un passage... Et c'est un endroit... Enfin, c'est très bien fait. C'est un endroit qui est paradoxalement très apaisant. Enfin, moi, je le vois comme ça. Les jardins c'est un endroit très beau. Et non, on n'a aucune obligation. Mais effectivement, toutes les visites officielles commencent par Yad Vashem. Évidemment, tout service militaire commence aussi par une visite à Yad Vashem. C'est un passage obligé, mais pas pour nous. On est dispensé. Bon, on a l'occasion d'y aller souvent, puisqu'on couvre les visites officielles. Donc, forcément, on y va. Bonjour. Les médias occidentaux, et surtout les médias américains, présentent toujours Israël comme la seule démocratie de la région. Et en ayant vécu là, à Jérusalem, qu'est-ce que vous pensez en fait est-ce qu'il y a des critiques de manifestations dans la rue, des gens qui critiquent le gouvernement, qui critiquent Oui, la vie démocratique est très, très démocratique. Non, c'est vrai, c'est une vraie démocratie en Israël. Toutes les voix. Israël tolère plus de contestations en interne que de l'extérieur, finalement. Et la presse est très dure vis-à-vis du gouvernement. Il y a des manifestations, évidemment. On manifeste contre tout et rien. Tout est autorisé. Il y a même eu mi-août une manifestation contre un mariage mixte entre une juive et un musulman. Donc on peut manifester contre ce qu'on veut et la liberté d'expression est totale. Alors il y a la censure militaire, évidemment. Quand il y a un sujet qui est soumis à la censure, personne n'a le droit de le révéler jusqu'à ce que ce soit levé. Ça, c'est respecté par la presse. Mais moi, je trouve que les journalistes... Alors, on a parlé de comment ils couvraient Gaza tout à l'heure, donc il y a des contraintes particulières, mais de manière générale, sans parler de Gaza en particulier, je trouve que les journalistes israéliens font très bien leur travail, sont modernes. Enfin, je trouve que c'est un modèle à suivre. Enfin, en tout cas, ils font très très bien leur boulot. Et la vie démocratique, il n'y a rien à dire. C'est même poussé à l'extrême, si vous voulez. Moi, j'ai fait un reportage dernièrement sur une association, une organisation qui organise des patrouilles pour aller dire à toutes les jeunes filles juives, attention, méfiez-vous des Arabes, ils veulent voler nos filles, il ne faut pas sortir avec eux. Et aller dire à tous les Arabes, il ne faut pas toucher aux filles juives, pas de mariage mixte chez nous. Et voilà, c'est la démocratie, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est poussé à son paroxysme. Chacun a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il veut. Après, moi, je tiens quand même à apporter un bémol là-dessus, notamment parce que oui, comme ça, c'est très démocratique. Il ne faut quand même pas oublier que n'importe qui parle du boycott en Israël, notamment les associations, sont purement et simplement fermées et n'ont plus aucun subside pour exister. Donc il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des mots tabous en Israël pour le gouvernement, et notamment le boycott israélien est absolument inenvisageable pour Israël, puisque maintenant c'est écrit dans la loi que chaque association qui même renvoie sur leur site internet vers un site qui renvoie vers le boycott d'Israël sera fermée.
où aura des gros problèmes, en tout cas, notamment de financement. Oui, moi je crois aussi que ce que vous disiez sur la démocratie israélienne, c'était vrai il y a quelques temps, mais il y a eu toute une série de lois, dont celle que vous citez, qui sont intervenues à la Knesset depuis 2009. Il y a un climat très nationaliste qui s'est développé. Je ne sais pas si on peut mettre au compte de la démocratie le fait qu'il y ait eu en juillet des manifestations au cri de mort aux Arabes dans un pays qui est, qu'on le veuille ou non, juif et arabe. C'est-à-dire on a quand même un climat qui est un climat extrêmement préoccupant. Et ce que vous disiez tout à l'heure est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un alignement aussi fort de l'opinion sur son gouvernement, en tout cas jusqu'à l'issue de l'agression de cet été, avec environ 80% des gens favorables à une intervention plus forte, plus massive à Gaza. Ça ne les empêche pas d'être absolument incapables de l'assumer. Parce que Netanyahou a dit lui-même que l'idée de démilitariser Gaza était une idée absurde. Sous-entendu, ça coûterait beaucoup trop cher en vies humaines à l'armée israélienne d'aller vers une solution de ce type, d'éradication de la force armée du Hamas. Donc je trouve, moi, qu'il y a vraiment une évolution très, très préoccupante. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai des médias, c'est vrai de la rue. Quand même, cette affaire de mariage, c'est terrible, quoi. Manifester contre un mariage parce que l'un est juif et l'autre est arabe, c'est inimaginable. Alors, c'était des manifestations violentes, hein. Il a fallu que la police vienne protéger le mariage, sinon il n'avait pas lieu, hein. Donc tout ça est quand même... bon, Michel Warschawski a parlé de fascisation, je ne sais pas si le mot est un peu excessif, il me semble aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'inquiétant, quoi. Oui, il y a une droitisation incontestable de la société, mais ce que je vous dis, en fait, chacun a le droit de s'exprimer et ça va jusqu'à son paroxysme qui peut être absurde, c'est-à-dire qu'on va manifester contre un mariage. Je ne sais pas si vous imaginez, le jour de votre mariage, avoir 300 personnes devant la salle pour dire non, ne vous mariez pas, on n'est pas d'accord. C'est pas vraiment ma conception de la démocratie, hein. C'est la leur. Une dernière question, peut-être ? Ils sont si rares que ça, les mariages mixtes ? Non, non, ils ne sont pas rares, mais Non. là, le conflit a attisé aussi la haine de part et d'autre. Ça a permis à une petite organisation de faire du bruit et de se faire remarquer contre le mélange et les mariages mixtes. Non, ils ne sont pas rares, surtout à Jaffa, où les populations sont mélangées, où ils vont à l'école ensemble, et où ils se côtoient, et où les gens ne sont pas très religieux en général. Donc, Oui, puis n'oublions pas le jeune Mohamed Khder, qui a été brûlé vif par des jeunes ultra-orthodoxes juifs. C'est une chose inouïe dans l'histoire même du pays. Ça ne s'est jamais vu. qui a fait réagir, hein, d'ailleurs, une partie de la Oui, population. oui, tout à fait. Qui était très choquée par l'idée que des juifs puissent même les deux présidents, donner la mort. L'ancien président Shimon Peres et le nouveau Reuven ont envoyé un mot. Mais enfin, bon, je veux dire, c'est quand même des signes qu'il faut retenir, quoi. Après aussi, il ne faut pas oublier que ce mur qui maintenant est devenu le mur, etc., c'est quand même un mur qui divise ces communautés, des communautés qui avant se voyaient en permanence, pouvaient aller dans les mêmes rues, les mêmes endroits et se côtoyer, au moins se voir. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, ils ne se voient plus. Et ça participe au fait, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une mystification des deux côtés. Vous allez à Gaza, moi la première fois, un gamin m'a posé une question, donc je ne sais pas si c'était un petit, parce qu'il n'avait jamais vu d'Israélien, me dit « Mais ça ressemble à quoi un Israélien ?» Je me dis mais c'est comme toi et moi, sauf qu'il est israélien. Mais non, mais pour lui, c'est que des gens dans des avions ou des drones, etc. Il n'avait jamais vu un Israélien de sa vie. Et là, je me suis dit, mais il y a un gros problème. Et effectivement, ils ne pourront jamais arriver à parler, à faire la paix, à partir du moment où les communautés et les gens ne se côtoient plus. Il n'y a plus
aucune connexion. Enfin, moi, j'ai plein d'amis à Ramallah. Ça fait 12 ans qu'ils sont pas allés à Jérusalem. Ils sont jamais vu la mer. On se dit, non, mais alors là, on vit dans... Et comment voulez-vous qu'il y ait des liens entre ces gens et que ces gens aient envie de se parler alors que de toute façon, ils ne se comprennent plus et qu'ils ne se voient plus? Et je pense que c'est le problème à l'heure actuelle. Pas de questions rentrées? Non? Ben alors, merci beaucoup à Émilie et à Caroline.